Isabelle Maréchal. Mon invité est Jacques Forêt. Il est psychologue. Il est professeur au département d'organisation et de ressources humaines de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont le best-seller « Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination ». En fait, vous êtes... Merci, Jacques, d'être là. Ça me fait plaisir. Je devrais rajouter, c'est un conférencier très, très prisé un peu partout. Vous allez à la fois expliquer un peu aux entreprises, aux travailleurs, à différents publics, comment finalement être plus productif, comment améliorer la productivité au travail. Ça passe souvent par le bonheur. Là, on commence là-dessus avec ce chiffre. Je sais que ça ne vous a pas tant surpris parce que vous envoyez beaucoup d'études, Jacques, mais quand même, presque la moitié des Québécois qui disent moi, je me cherche une job finalement. D'ici 5 ans, je veux plus faire ce que je fais en ce moment. Ou en tout cas, certainement plus être dans mon milieu de travail. Il y a 40% des Québécois qui disent d'ailleurs, mon boss actuel, je te le recommande pas. C'est quoi notre problème ici au Québec, au travail? Bien, au Québec ou ailleurs, il y a assez peu de distinctions. Donc ça serait une première nuance. Quand on compare, des fois, on veut artificiellement trouver des différences. Mais pourquoi les gens veulent quitter ou pourquoi les gens veulent rester et pourquoi les gens voudraient rester et donner le meilleur d'eux-mêmes, tout le continuum des possibilités, on connaît relativement bien pourquoi les gens veulent s'investir à fond. Donc, quand on voit des sondages de la sorte qui nous indiquent tel pourcentage de gens sont démotivés ou activement démotivés, c'est pas surprenant. Ce qui va plus être surprenant, c'est lorsqu'on indique aux gens quoi faire puis qu'ils nous écoutent pas. Ça, c'est souvent la plus grande surprise qu'on a. Oui. Mais donc, vous dites, mais quand même, c'est un indicateur, là, le fait qu'un Québécois sur deux dise, moi, d'ici 5 ans, je veux changer de job. Oui, des fois, ça peut être sain en ce sens que si vous êtes dans un environnement toxique, ça peut être bon de vouloir quitter. Ça ne sera pas 5 ans, c'est sûr. Dans l'enquête dont vous parlez précisément, j'ai pu la consulter, puis on nous explique relativement peu pourquoi les gens mentionnent ça. C'est uniquement descriptif. Ouais. Donc, on peut trouver le chiffre alarmant, mais de tout temps, les gens veulent quitter ou veulent rester pour des raisons qui sont totalement différentes. Nous, en recherche, ce qu'on essaie de voir, c'est la qualité des raisons qui animent les gens à rester ou encore à quitter. Lorsque les raisons qu'on s'investit dans un milieu, que ce soit pour le travail ou autre, quand ça gravite autour du plaisir, du sens, le fait de vouloir contribuer à quelque chose de plus large que soi, faire le bien, ça se maintient tout seul. Lorsqu'on est plus dans « Hey, si on ne me paye pas, je le ferai pas » ou encore « Je me sentirais mal, c'est à mon tour de le faire, je me sens mal, je vais le faire », ça va être moins durable. Donc, ce gradient de qualité-là, on le connaît assez bien, ce qui n'est pas décrit dans l'enquête. Oui, on va en profiter pour poser la question à nos auditeurs. Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que vous rechoisiriez l'emploi que vous occupez en ce moment ou même votre secteur d'emploi? Est-ce que vous referiez les mêmes choix de carrière, dans le fond? T'sais, quand tu regardes le milieu dans lequel tu travailles, les gens avec qui tu travailles, ton patron, ta patronne, tout l'environnement du travail, est-ce que vous êtes content, dans le fond, c'est ça que ça veut dire? Ou est-ce que vous dites, dans le fond, avoir su, j'aurais peut-être resté une couple d'années à l'école, j'aurais peut-être choisi autre chose. Tu sais, aujourd'hui, tout est possible. Et surtout, ça va nous amener à parler aussi d'intelligence artificielle, parce que de toute façon, si vous vous posez pas cette question-là maintenant, c'est moi qui vous la pose aujourd'hui, mais vous allez devoir vous la poser plus tôt que tard. Donc, pour toutes ces grandes questions, appelez-nous au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Et là-dessus, Jacques Forêt, est-ce qu'on pourrait dire que en général, quand les gens se font poser cette question-là, il y a sans doute un sondage là, qui a déjà... Les gens disent quoi? Est-ce qu'ils regrettent? Ils referaient autre chose? Une des statistiques que j'aime le plus, ça a été publié en 2008. Ça a alors pris des enquêtes sur des décennies. La question va comme suit. C'est si vous aviez suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que vous continueriez à travailler? C'est 76% des gens qui continueraient à travailler. La sous-question, c'est est-ce que vous continueriez dans les mêmes modalités? Puis là, la réponse est à géométrie variable. Les gens vont dire, je vais être à mon compte, je vais travailler avec les gens que je veux. 3 jours semaine, diminuer de la maison. Mais ce qui est important à retenir, soit de ce sondage-là ou celui dont je parle, c'est de dire que l'être humain a une tendance naturelle à vouloir agir, à être bienveillant et positif. C'est une fausse idée de croire que l'être humain est fondamentalement paresseux. Ce n'est pas vrai. Ouais. Les enquêtes sur le revenu universel de base inconditionnel, c'est-à-dire de payer les gens juste parce qu'ils existent, montrent qu'il n'y a que des conséquences positives à se faire. Le premier pays qui l'a essayé au monde, c'est le Canada, en 1976, et les données ont été un petit peu mis de côté. Il y a une chercheure qui les a trouvées, Evelyne Forget, qui a trouvé ça, puis il n'y avait que des conséquences positives à prendre soin des gens.
à leur donner de l'argent. Les gens retardaient l'arrivée des enfants, s'éduquaient plus, mettaient en place les conditions d'une vie qui était plus optimale, plutôt que de se faire imposer des choix qui, par après, étaient regrettés. Donc, depuis 1976, le revenu universel de base inconditionnel, ça a été testé à différents endroits, puis il n'y a que des conséquences positives. Donc, quand on prend soin du meilleur de l'humain, on récolte le meilleur de l'humain. Bien, c'est intéressant, on parlait de ça. Le revenu, comme vous dites, c'est un revenu de base, là, c'est ça? Le revenu universel de base inconditionnel, c'est souvent 25 du salaire moyen d'une entité administrative. On pourrait cibler une ville, une province ou un pays. Mais il y a différents endroits où ça a été testé. Au Québec, différents endroits l'ont testé avec des populations spécifiques. Par exemple, des personnes en situation d'itinérance. Il y a des tests qui ont été faits en Inde, en Namibie, au Kenya, en Finlande, donc dans différents types d'administration. Et lorsqu'on donne les moyens à l'humain de faire des choix, de développer ses talents puis de prendre soin des autres, il le fait naturellement. Ouais. Ouais. On a Patrick au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Patrick? Oui. Moi, pour faire une histoire courte, j'ai tout le temps travaillé dans le but d'améliorer mon sort pour justement un petit peu à la recherche du bonheur. Puis, comment je dirais bien ça? Vous changeriez? J'ai changé, je veux dire, moi, pour faire une histoire courte, là, moi, j'ai lâché l'école en secondaire 2. J'ai fait les cours aux adultes. J'ai été chercher mon secondaire 4. Je me suis endetté de 15 000 $ pour un cours de machiniste. J'ai fait ma formation en usinage pendant 1 an et demi de temps. J'ai travaillé là-dedans pendant quasiment 20 ans de temps. Présentement, j'ai regardé un petit peu... présentement, je veux dire, il y a 2 ans, là, ouais. Je regardais un petit peu à changer encore de direction. Puis ce que je me rends compte, c'est que oui, c'est important de faire ce qu'on aime, mais si on veut développer, puis se développer, il y a tout le temps un petit peu une question d'entourage, parce que je vous dirais, moi j'ai travaillé dans une grosse entreprise à Bromont, sans vouloir la nommer, puis je vous dirais que il y a beaucoup de... Ça prend des chums, tu sais, ça prend des contacts. Ça prend des alliés. Oui, ça prend des alliés, ça, c'est sûr. Ouais. Pour pouvoir... Parce que quand tu sors de nulle part, puis tu arrives de nulle part, puis que personne te connaît, c'est très, 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 très difficile. Très difficile. En plus que moi, je suis parti de la Rive-Sud, je me suis retrouvé à Sherbrooke, puis j'ai travaillé dans... J'ai travaillé même pour la ville de Sherbrooke où, en tout cas, bref, j'ai vu du favoritisme puis Ah oui, je comprends. Oui, tout à fait. De l'injustice. Merci, Patrick. Ça nous amène... Parce que l'injustice. l'injustice, c'est une des inquiétudes que vous avez, Jacques Forêt, d'ailleurs. L'inéquité, en ce moment, je pense qu'un des premiers enjeux pour vous dans les milieux de travail, ça touche à ces questions-là. Bien, par exemple, le sondage qui m'amène ici, le sondage d'ADP, je suis allé voir le salaire de la PDG, de la CEO, c'est 19 millions de dollars. En 2 jours, elle fait plus que le salaire moyen d'un Canadien. En 3 jours, elle fait plus que le salaire moyen d'un États-Unien. Et elle fait des enquêtes sur la mobilisation. Les gens vont confondre égalité et équité. Puis là, je vais dire une belle phrase qui demande un peu de jugeote, c'est que l'équité, c'est l'inégalité acceptée. Les gens vont tolérer qu'une personne meilleure ait plus de récompenses. C'est normal. Or, ce que les recherches montrent avec des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs pays, c'est qu'il y a une limite à cet élastique-là. Et on doit être dans des différences relativement contenues. Il y a l'indice de Palma que j'aime beaucoup, c'est vous prenez le 10 % le plus riche, il devrait avoir autant de richesse, que ce soit en salaire ou autre, que le 40 % les plus pauvres. Donc, l'être humain, naturellement, va dire, c'est bien correct qu'il y a des gens qui en fassent plus que d'autres. Le problème, c'est qu'on a dépassé ces bornes-là et les recherches sont assez claires que lorsqu'on dépasse ces paramètres-là, on récolte plein de conséquences qui sont négatives, alors que notre souhait, c'est de les compenser par le fait de payer plus. Les gens vont plus mentir, tricher, contourner les règles, essayer de manipuler les règles à leur avantage parce que le système est injuste. La personne dont on a écouté le témoignage... C'est ça qu'on vit en ce moment. Ben, c'est un peu ça, donc, de se rendre compte qu'il y a des iniquités. Les gens vont vouloir se faire justice eux-mêmes. J'ai un ami et collègue, Jean-François Berthollet, qui a écrit un excellent livre, Le sentiment d'injustice en entreprise. Puis lui, c'est ça qu'il mentionne dans son livre, c'est de dire, c'est tout le temps l'espèce d'éléphant dans la pièce qui est rampant, qui vient créer toutes sortes de problèmes. Puis l'iniquité, c'est soit les procédures, qu'est-ce que les gens reçoivent. Donc, l'équité, c'est lorsque les différences sont justifiées.
Quand il y en a trop ou pas assez, c'est tout aussi injuste. Beaucoup de monde qui irait dans toutes sortes d'autres domaines, finalement. On a lancé tout un débat présentement. Quelqu'un qui dit, en fait, c'est Amélie qui nous rappelle qu'elle irait 100% dans un domaine artistique et culturel si elle était riche, bien entendu, parce qu'on a lancé la question au départ. Donc oui, elle changerait. Quelqu'un dit aussi, j'aurais dû commencer par la construction. Beaucoup de j'aurais dû, beaucoup de regrets à travers les... C'est triste un peu à lire, ça. Je trouve ça dommage. Quelqu'un aussi dit, j'ai été riche, j'irai aux études en informatique. Et Jonathan, qui est technicien en administration pour la fonction publique dans la direction du tunnel La Fontaine. D'accord? Il dit, moi, je veux quitter mon emploi car les possibilités d'avancement ne sont plus possibles depuis l'adoption d'une loi par la CAQ qui ne reconnaît plus l'expérience de travail de ses employés comme une chose pertinente pour des promotions. Je pense ici, il fait allusion au projet de loi 60, là, qui était en fait la réforme en profondeur de la gestion des ressources humaines, principalement axée sur la fonction publique et le secteur de la santé, tout ce qui est promotion, embauche et rémunération par rapport à ça. Puis là, il y a l'intelligence artificielle qui se met là-dedans, Jacques Forêt. Bien, l'intelligence artificielle, on a un collègue à l'ESG, Antoine Bujold, qui fait d'excellents travaux là-dessus, puis on a des bons chercheurs à Montréal sur ce sujet-là. L'intelligence artificielle, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'elle est excellente pour réaliser certaines tâches. Or, si votre emploi est constitué dans son entièreté de tâches que l'intelligence artificielle va pouvoir faire, vous allez perdre votre emploi. Donc, l'idée, c'est un peu de comparer l'intelligence artificielle à l'énergie nucléaire. On peut en faire de l'électricité pour de grandes populations ou une bombe atomique et tuer les gens. Donc, l'intelligence artificielle, si on se dit collectivement, on va alléger notre charge de travail, on va pouvoir trouver plus d'emplois à plus de gens, on va alléger le quotidien, on va donner plus de temps pour réaliser les mêmes tâches, tout le monde va être gagnant. À l'opposé, si on se dit quelle belle opportunité de mettre des dizaines de milliers de personnes à la porte et qu'après moi le déluge, ben on va se tirer dans le pied collectivement. Une population qui est souvent étudiée, c'est les chauffeurs d'Uber qui, entre autres, se plaignent de l'opacité de l'algorithme qui les gère. En même temps, un algorithme, s'il est bien fait, puis il vous explique de manière transparente et cohérente pourquoi on envoie tel chauffeur à tel endroit, même si des fois les décisions sont injustes, si le processus est clair, c'est c'est moins difficile d'accepter une décision injuste justifiée et comprenable qu'une décision injuste totalement opaque. Exact, ça c'est sûr. Quelqu'un parlait de la communication tout à l'heure. Là. Exact. Donc, l'algorithme, s'il est couplé au meilleur de l'humain, on va récolter des choses absolument fantastiques. Quand on compare juste le nombre d'heures travaillées, les pays qui travaillent le plus sur Terre en nombre d'heures, ça va être par exemple la Grèce et le Portugal. Vous avez des pays qui travaillent moins, comme le Québec ou le Canada, puis encore moins que nous, comme l'Allemagne ou encore la Norvège. Ce ne sont pas des pays qui sont moins performants. Collectivement, ils sont mis ensemble des règles pour donner un peu plus de temps au quotidien pour permettre de souffler. Donc, l'intelligence artificielle, si elle est mise au profit d'un projet collectif où tout le monde est d'accord, on va tout le monde y gagner. En même temps, si c'est pour enrichir uniquement quelques personnes, bien là, on magasine des grèves et des révoltes. On dirait qu'on s'enligne pour la deuxième option. J'allais dire la même chose. Je vote pour l'option B. On dirait que c'est parti là. Ouais. Je voterais pour l'option A, mais on dirait que c'est la B là, qui nous... c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est important. Exactement. Faut pas être défaitiste. Il faut se dire, on le constate, agissons pour endiguer cela. Jacques Forêt, toujours un plaisir de vous avoir. Psychologue, spécialiste en ressources humaines, professeur justement à l'ESG UQAM. Merci beaucoup, Jacques. Merci bien. Après la pause, je peux tout vous le dire, c'est Mégane Brouillard qui est avec nous.